Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après 3 triplés et donc 9 courses, la Formule 1 bascule dans une sorte de seconde partie de saison qui comportera 8 grands prix et qui aura un rythme totalement différent. Afin de prévisualiser tout ça, voici une petite liste non exhaustive de 10 questions auxquelles on va devoir répondre. Quel Bottas va-t-on avoir ? La saison 2020 de Bottas est paradoxale. Vainqueur d'un Grand Prix et deuxième du championnat, on pourrait se dire que tout est normal, mais dans les faits, c'est plus contesté. Le problème, c'est qu'à part à la première course où Lewis s'est mis un peu hors jeu tout seul, le Finlandais n'a jamais été menaçant. Pire, il a même souvent été décevant et il a fait des erreurs, comme en Hongrie, en Grande-Bretagne ou à Monza. Et voilà qu'à la mi-saison, le championnat est déjà plié, Hamilton est devant de 55 points. C'est très dur de juger Bottas. D'un côté, on peut se dire qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, qu'il ne conteste pas assez Lewis, qu'il lui rend la vie facile. De l'autre, on peut se dire qu'il a déjà enlevé X victoires et X pole à un recordman absolu et qu'il n'est qu'à 2 dixièmes en qualif, c'est franchement pas mal. Toujours est-il que sur cette deuxième partie de saison, je veux voir un Bottas offensif, un Bottas acteur de son duel avec Lewis et non pas spectateur. Je veux le voir continuer sur sa lancée du Mugello où il s'est battu avec Lewis dans un mouchoir de poche et où il a tout tenté pour gagner. Quand il perd comme ça, aucun problème, mais quand il perd sans rien avoir tenté, c'est frustrant. S'il est derrière, c'est car il rate beaucoup de moments clés et car il perd la bataille mentale face à Hamilton. Rosberg a gagné en 2016 grâce à sa maîtrise dans ces deux domaines, ce que Bottas ne fait jamais ou de manière beaucoup trop rare et surtout irrégulière. Bref, j'attends de Valtteri une deuxième partie de saison conquérante. Je ne dirais pas que j'attends qu'il soit champion car Hamilton a déjà beaucoup trop d'avance, mais allez, soyons fous, je veux qu'il prenne plus de points qu'Hamilton sur les 8 prochains Grands Prix. Ou au moins qu'il perde avec les honneurs, je préfère qu'il finisse 3ème du général en ayant tout tenté, plutôt que 2ème en ayant conservé ses petits podiums. Ça commence dès ce week-end en Russie sur un circuit qu'il aime bien, il avait gagné sa première victoire là-bas en 2017, il avait fait la pole et aurait dû gagner en 2018, bref, c'est un de ses terrains favoris. Quel va être l'impact des nouveaux circuits et du nouveau calendrier? Je l'évoquais en intro, le rythme de cette seconde partie de saison va être totalement différent. Là, on a eu 3 triplés et maintenant on va avoir un Grand Prix, une semaine de repos, un Grand Prix, une semaine de repos, un doublé, une semaine de repos, un Grand Prix, une semaine de repos, puis un triplé final au Moyen-Orient. Et surtout, on va avoir des circuits totalement différents de d'habitude. Le Nürburgring où on n'a pas roulé depuis 2013, Portimao que l'on découvre, Imola disparu du calendrier depuis 2006, la Turquie abandonnée en 2011 ou encore le layout de Bahreïn, configuration totalement intrigante qui promet quelque chose d'assez unique dans l'histoire de la Formule 1. Les deux questions liées à ça, c'est qui va profiter de ce rythme nouveau et qui va tirer son épingle du jeu sur les nouveaux circuits. Et concrètement, ces deux questions, on peut pas y répondre. Prenons par exemple le duel Bottas-Hamilton. On pourrait se dire qu'avoir plus de temps va permettre à Bottas de mieux préparer ses week-ends, de faire moins d'erreurs, ou bien qu'avec une semaine de repos, Hamilton va être encore plus invincible. On peut pas répondre à la question. On ne peut donc rien conclure, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en mettant fin au triplé, on met fin aux effets de série. L'effet de série, c'est par exemple quand Hamilton n'a rien raté sur le triplé Silverstone-Espagne, ou alors quand Verstappen a tout perdu sur le triplé Spa-Monza-Mugello. Si les courses sont plus espacées, l'effet cercle vicieux ou cercle vertueux disparaît sans doute un peu. Au final, je pense que l'expérience va primer. Un pilote qui a 260 Grands Prix et qui a déjà couru à Imola risque de mieux s'en sortir. Mais je pense que les différences seront marginales et surtout qu'elles sont impossibles à prévoir. Malgré tout, gérer ce rythme sera une clé majeure de la seconde partie de saison. L'adaptation et la capacité à rester hermétique aux imprévus va vraiment être clé. Jusqu'où va glisser Ferrari ? Après les essais hivernaux, on se disait « Ah, Ferrari ne jouera pas le titre cette année », ou en tout cas pas tout de suite. Après les 3 premiers Grands Prix, on se disait « Ah, Ferrari galère vraiment, ça va être compliqué de rester 3ème du général ». Après les 6 premiers Grands Prix, on se disait « Ah, Ferrari est vraiment dans la merde, ils joueront pas les podiums avant 2022 ». Et aujourd'hui, on se dit « Ah, Ferrari est derrière Alfa Romeo ». La descente aux enfers se lit dans les points glanés lors des 3 triplés, 27 au premier, 34 au deuxième et 5 au dernier. C'est 42 de moins que Renault sur la même période ou seulement 3 de plus qu'Alfa Romeo, et juste sur le Grand Prix d'Italie, Pierre Gasly a marqué 5 fois plus de points que Ferrari en 3 courses. Un pilote en une course, 5 fois plus que 2 pilotes en 3 courses. Voilà. Aujourd'hui, la Scuderia va aussi vite que Williams, ne joue pas les points à la régulière, n'apparaît plus en mesure de jouer le top 5 du général et va devoir se méfier d'AlphaTauri. Il y a moyen que Ferrari glisse en 7ème place du classement. On savait en début d'année que ça allait mal, mais à ce point, c'est juste dingue.
La question à poser à présent, c'est comment Ferrari va finir la saison. Est-ce qu'ils vont continuer de glisser et se faire passer par AlphaTauri? Est-ce qu'ils vont se maintenir ou est-ce qu'ils vont un peu remonter la pente? Niveau motif d'espoir, on sait qu'ils préparent de nouvelles pièces et qu'un nouveau moteur est à l'essai. Ça complera pas tout, mais ce sera un premier pas. On peut aussi se dire que Vettel va apporter sa part du boulot. C'est pas possible qu'il fasse une seconde partie aussi mauvaise que la première. Si. Enfin, il faudra voir quelle est la responsabilité des tracés de Spa, de Monza et du Mugello dans les contre-performances de Ferrari. Mais j'ai peur que Sochi nous rappelle dès ce week-end que la voiture est une bouse. Bref, c'est vraiment inquiétant, faut pas prendre les choses à la légère. Ferrari est vraiment à un tournant de son histoire. Avec la nouvelle réglementation et les budgets capés qui arrivent, on n'a aucune garantie que Ferrari sera capable de regagner des courses un jour. Aujourd'hui, Alfa Romeo ou Haas ont autant de chances que Ferrari d'être compétitifs en 2022. Dans un premier temps, il va falloir finir cette saison et trouver des choses positives. Je n'y crois pas du tout. Sainz aura-t-il plus de chance? Alors, Lando Norris, 4ème du classement avec 65 points, bravo. Attends, son coéquipier il est où? Sainz. 11ème avec 24 points de moins. Waouh! Et c'est lui que Ferrari a choisi. Quelle erreur de casting! Mesdames et messieurs, j'espère que vous ne réfléchissez pas comme ça. Effectivement, si on prend le classement, Sainz se fait mater par Norris, mais les apparences sont trompeuses, Carlos a eu beaucoup de malchance. À Silverstone, il crève dans l'avant-dernier tour alors qu'il a passé toute la course en 5ème position. Hop, une grosse dizaine de points en moins. La course suivante, il joue le top 10 quand son écurie foire totalement son arrêt et le met hors jeu. En Belgique, qualifié 7ème, il ne peut même pas prendre le départ alors qu'une 4ème place était dans le viseur. À Monza, il a réalisé un superbe podium, mais il aurait dû gagner. 2ème derrière Hamilton toute la course, la victoire aurait dû lui revenir sans un Gasly magistral. Enfin, au Mugello, il est la seule McLaren en Q3, il veut se mêler à la lutte pour le podium, mais il part en tête à queue au virage 3. Reparti très loin, il est malheureusement une victime collatérale du carambolage de la relance du tour 6. Avec ses 5 coups de malchance en 9 courses, Carlos Sainz a laissé échapper au bas mot 20-25 points. Vous allez me répondre que c'est le sport auto et vous aurez totalement raison, mais je souligne deux choses. La première, c'est que c'est vraiment abusé la malchance de Carlos, et la deuxième, c'est qu'il a le rythme total pour jouer la 4ème place. À vrai dire, il devrait même être 4ème à l'heure actuelle. Et oui, le classement ne reflète pas toujours ce qu'il se passe sur la piste, et là c'est particulièrement criant. Sainz est totalement au niveau d'un Norris élu révélation de la première partie de saison. Il n'est qu'à 3 millièmes en qualif, exercice qui est censé être son point faible, et il a déjà fait 2 top 3, notamment sous la pluie en Styrie. En plus, en course, Sainz est excellent. J'ai en tête les courses à Monza, à Silverstone ou en Hongrie, où c'est lui le patron de McLaren sans contestation possible. Bref, il est vraiment excellent et j'espère qu'il aura plus de chance sur la seconde partie de saison, car j'ai vraiment envie qu'il se mêle à cette lutte pour la 4ème place. Et puis le pauvre, j'ai un peu envie qu'il connaisse le bonheur, parce que normalement signer chez Ferrari, c'est le rêve de tout pilote, et pour lui ça pourrait bien être un cauchemar. Donc allez madame la chance, on lui donne un peu de bonheur avant 2 ans de galère, s'il vous plaît. Quelle est la marge de progression de Stroll? Le Canadien nous surprend cette saison puisqu'il est actuellement 6ème du général et qu'il a fait un podium. Pour autant, j'ai la sensation qu'on surévalue un peu sa saison. Je ne trouve pas qu'il prouve que tous ses détracteurs avaient tort ou qu'il surpasse les attentes. Il est meilleur, c'est vrai, plus calme, plus régulier, meilleur en qualif, il va chercher plus de points. Ok, mais pour moi c'est une progression normale, il n'y a rien de dingue. En fait, j'ai l'impression que tout le monde pensait que c'était une bouse, et du coup de le voir être 6ème, tout le monde pense qu'il a vraiment fait un pas de géant. Alors que personnellement, pour moi l'an dernier c'était un pilote moyen, et cette année il progresse pour devenir un bon pilote. Il n'est pas devenu un exceptionnel pilote. Je pense que vous avez compris. Mais on pourra tous s'accorder sur le fait qu'il fait vraiment une très bonne saison 2020, d'où ma question, jusqu'où va-t-il aller? Avec les futurs gros changements au sein de son écurie et le fait qu'il arrive à maturité, bientôt 22 ans et la fin de sa 4ème saison, j'ai le sentiment qu'on va bientôt savoir ce qu'il vaut réellement. Malgré les histoires de gros sous entourant son siège, on savait qu'il n'était pas un pilote payant. Son talent est là et très vite beaucoup avaient compris qu'il avait les moyens de devenir un pilote méritant. Mais maintenant, au volant d'une Aston Martin avec Vettel comme coéquipier et dans une nouvelle ère, peut-il jouer des titres? Je dirais quand même que Lens reste encore 4 ou 5 étages en dessous de Leclerc ou Verstappen, mais qu'il peut encore grimper de 2 ou 3 étages pour arriver avec des Gasly et des Norris pour jouer des podiums. C'est déjà pas mal. Et vous en pensez quoi? Il monte jusqu'où Lance Stroll? Qui fera 3ème du constructeur?
Si les deux premières places sont jouées, on a une très grosse lutte pour la troisième place. On a McLaren avec 106 points, on a Racing Point avec 92 et Renault avec 83. J'exclus Ferrari et AlphaTauri, je pense qu'ils ne pourront pas se mêler à la lutte pour la troisième place. D'un circuit à l'autre, nos trois protagonistes sont dans des formes très différentes. À Monza, McLaren était la deuxième force du plateau. En Espagne, Racing Point fait 4e et 5e. Et en Belgique, c'était au tour de Renault. Cette imprévisibilité et les écarts minimes rendent les choses vraiment serrées. McLaren occupe la position actuellement et globalement c'est mérité, on sent que c'est eux les troisièmes du plateau. Mais malgré tout, il y a quand même quelques petits défauts, il y a des week-ends où ils passent vraiment à travers, ils se ratent notamment par exemple avec le nouveau-né qu'ils ont mis sur la voiture de Sainz la semaine dernière. Donc bref, ils sont troisième actuellement, mais attention, il y a encore des trucs à régler. Racing Point a, je pense, peut-être intrinsèquement la meilleure voiture des trois, mais niveau optimisation de la performance et réglage, ils sont pas au top. Faut pas oublier qu'avec les 15 points qu'on leur a retirés, ils seraient 3e actuellement et que leur update châssis au Mugello a très bien fonctionné. Faudra aussi prendre en compte le hors-circuit, ils n'ont plus rien à craindre au niveau des écopes de frein, mais Renault disait avoir des choses en stock, donc peut-être que la saison de Racing Point est encore menacée. Enfin, Renault monte en puissance, 12 points au premier triplé, 24 au deuxième et 47 au troisième, seul Mercedes a fait mieux sur la même période. Comptablement, ils sont de retour et ils ont le momentum avec eux. Si je devais parier, je dirais que McLaren va se faire passer pour Racing Point et que ce sera très serré. Je vois bien les roses finir très fort. Qui fera 4e du classement pilote? Comme pour la 3e place du classement constructeur, la 4e du classement pilote est vraiment très intéressante et très serrée. C'est bien simple, on a Albon, on a les deux Racing Point, dont un Perez retardé par le Covid, on a les deux McLaren, dont un Sainz retardé par la malchance, et on a aussi Ricciardo. Ocon est un peu plus loin, quant à Leclerc et Gasly, je les exclus, car je pense vraiment que leur voiture va les empêcher de se mêler à la lutte. Du coup, ça nous promet vraiment de grosses batailles, surtout que ça joue très serré sur la piste à chaque Grand Prix. C'est assez dur à prédire, mais je mettrai une pièce sur Albon que je sens monter en puissance depuis plusieurs Grands Prix, et je pense que ça ne va pas s'arrêter avec son premier podium. Et pour la 5e place, je la donne à Ricciardo, qui est totalement irrésistible en ce moment. Quel pilote pourra sauver sa peau ? Et oui, c'est aussi une des choses les plus intéressantes pour cette seconde partie de saison, il y a encore des sièges vides pour 2021 et certains pilotes vont devoir jouer leur survie. D'abord, il y a les deux pilotes As, Grosjean et Magnussen, qui sont dans l'inconnu. Je pense que les deux peuvent rester comme partir, c'est très incertain. As aurait une shortlist de 10 pilotes et je pense que la concurrence principale vient d'Ailot, Schwartzman, Hülkenberg et Perez. Ces 4 pilotes sont clairement menaçants, mais Grosjean et Magnussen ont peut-être encore la possibilité de se sauver sur la piste, on va voir ça. Chez Alfa Romeo, on a Giovinazzi, mais je pense que pour lui c'est mort, voilà, il sera remplacé par un pilote de la Ferrari Driver Academy, il ne peut plus influencer la décision et c'est un choix logique. Pour l'autre siège, la décision appartient à Kimi, il est le seul à décider donc la piste n'a rien à voir là-dedans. Kiat lui a encore une partie de son destin entre les mains, je pense qu'il va devoir continuer d'être propre, continuer de ramener des points, mais en faire un peu plus, être plus proche de Gasly et être capable de faire des gros coups. Actuellement, il marque uniquement des points quand sa voiture est vraiment bonne ou quand ça se crache devant. L'autre partie de son destin, elle est dans les mains de Red Bull, de Yuri Vips et de Yuki Tsunoda qui, selon les résultats des deux jeunes au niveau de la super licence et selon la volonté des patrons, décideront de son avenir. Enfin, on a Perez et une question se pose, est-ce que c'est fini pour lui ? Son destin est très incertain et il existe clairement des scénarios où il n'atterrit ni chez As ni chez Alfa Romeo. Si ça se trouve, lui-même sait déjà que c'est terminé. Ces 8 derniers Grands Prix seront-ils une tentative de sauver sa peau ou une parade pour dire au revoir ? Seul lui le sait. Que nous réserve encore 2020 ? Course annulée, Ferrari lâche Vettel, Sainz et Ricciardo bougent avant que ça commence, Alonso revient, Ferrari ne joue pas le top 10, le Nürburgring, la Turquie et Imola reviennent, Portimao et le Mugello arrivent, Perez chope le Covid, Hülkenberg le remplace, Gasly gagne, Sainz et Stroll l'accompagnent sur le podium, la famille Williams s'en va, Hamilton gagne sur 3 roues, Vettel vire Perez d'Aston Martin, les restarts et les drapeaux rouges deviennent une norme, bref, cette saison est complètement folle. Je dois vous avouer que quand la pandémie est arrivée, je me suis dit bon, si déjà on a une saison, ce sera pas mal, je suis prêt à voir de la F1, même si c'est chiant et qu'il se passe pas grand chose. Et voilà, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, que va-t-il se passer dans les 8 courses restantes? Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, en tout cas, laissez libre cours à votre imagination dans les commentaires. Hamilton va-t-il égaler les 7 couronnes de Schumacher? Oui, 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 non. Si. À moins que Bottas... Non. Oui. Peut-être Vettel... Ah non. Hülkenberg, non. Ou alors il abandonne. Ouais, non. Il abandonne jamais. Bon bah, oui.
Hamilton va égaler les 7 couronnes de Schumacher. Oui. Bien mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker si elle t'a plu et abonne-toi et mets la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Profitez-en aussi pour répondre aux 10 questions dans les commentaires, je veux vos avis. La seconde partie de saison promet vraiment d'être intéressante, en tout cas j'ai vraiment hâte de la voir. Ça commence dès ce week-end et si vous voulez la suivre, vous êtes au bon endroit. Je vous dis à très vite et comme Enzo Ferrari disait presque, si tu veux gagner la ligne premier, il faut franchir. A bientôt.